vous savoir nombreux à suivre cette télé. Une fois encore, merci de l'attention. Bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu jeudi au Palais Sékou-Touria sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs points de la vie de la nation étaient à l'ordre du jour, dont la poursuite de la campagne de sensibilisation de proximité sur Ebola par les membres du gouvernement dans la région ou encore la création très prochaine de la première école nationale d'administration INA en Guinée, compte rendu à Dramanda. À l'ouverture des travaux, le président de la République a souhaité la bienvenue aux ministres entrant dans l'équipe gouvernementale avant de statuer sur l'ordre du jour. Le chef de l'État a demandé aux ministères impliqués dans les projets de construction de logements sociaux d'approfondir les études sur les modalités financières d'acquisition des habitations sociales afin qu'elles soient accessibles aux Guinéens moyens. Il a ensuite demandé à Madame la ministre de l'Agriculture de vérifier que les paysans ont été correctement approvisionnés en intrants agricoles et que le processus d'installation de l'usine d'alimentation de bétail se déroule dans les meilleures conditions et surtout dans les délais raisonnables. Le président de la République a enfin demandé aux ministres en charge de la fonction publique, en particulier, et à tous les ministères en général effectuant des concours de recrutement, de procéder systématiquement à une large communication pour que tous les candidats potentiels soient informés. Le Conseil a également justifié la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation porte-à-porte contre Ebola dans les régions par les ministres. Un intérêt particulier a aussi été exprimé pour la création de la toute première école nationale d'administration en Guinée. D'ailleurs, à ce niveau, le ministre de la fonction publique a fait une présentation du projet de cette institution qui aura pour rôle de répondre aux défis de formation de haut niveau des cadres de l'administration publique. Au terme des échanges sur les différents sujets soulevés, le Conseil a décidé. 1. Dans le cadre de la poursuite de la campagne d'information de proximité, les membres du gouvernement se rendront à nouveau dans les différentes localités de l'intérieur du pays pour vérifier que les mesures de vigilance contre Ebola restent appliquées et pour des sessions d'information et de sensibilisation à la paix et à la citoyenneté. 2. Le Conseil a recommandé la participation de la Guinée aux 11e Jeux africains de Brazzaville. 3. Le Conseil adopte le projet de loi portant institution et réglementation du volontariat national des jeunes en République de Guinée. Et 4. Le Conseil approuve le projet de création de l'École nationale d'administration. Le département de l'agriculture a saisi l'occasion pour annoncer le lancement officiel de la campagne agricole 2015 le 16 mai à Kindia. L'opposition républicaine était une nouvelle fois dans les rues de Conakry cette semaine. Les leaders ont été encore confinés à domicile par des agents de sécurité massivement déployés aux alentours de leurs différentes habitations. Chez le chef de file de l'opposition guinéenne, certains députés de l'opposition, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, ont été empêchés d'accéder au domicile de village Silou Dalen Diallo. Aboubakar Sidiki Mané pour plus de détails. Je sais que vous avez reçu des ordres, vous devez les appliquer, mais quand même, vous devez vous interroger aussi. Parce que demain, on se retrouvera dans un cadre ou dans un autre. Ça, c'est pas juste. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée et sa famille empêchés de sortir par les forces de l'ordre. Les femmes ont été les premières à se heurter au bloc de la gendarmerie, suivies de l'épouse du chef de file, puis Cellou Dalen Diallo et les députés issus de l'opposition. Si c'est la dictature, il faut nous avertir. Tout le monde va laisser le pays maintenant. Parce qu'on a une dictature. Où on va avec ça? Le chef de file de l'opposition guinéenne a été de nouveau stoppé par les agents de la gendarmerie nationale à la rentrée de son domicile. Je vous prierai amplement de faire l'exemple et vous me suivez. Vous pouvez laisser un, il va jouer avec moi. Vous pouvez laisser lui, il a fait jouer avec moi. Oui, mais on a laissé un, il est parti. De l'Assemblée et Kalemoudou, ils sont là-bas, ils n'ont qu'à venir rentrer. Sinon, vous me mettez dans votre pick-up, vous allez m'emprisonner, je ne quitterai pas. Confiné de nouveau chez lui et privé de recevoir la visite des députés issus de l'opposition, le chef de file impute la responsabilité au président Alpha Condé. Ça, c'est le régime d'Alpha Condé. C'est la force. Même lorsqu'il parle de dialogue, on sent que c'est pas sérieux. S'il fait toujours usage de la force, il a privilégié la force. Parce que ça, c'est la force. Et qui viole les lois de la République. Parce qu'il n'y a pas un tribunal qui m'a condamné à résidence surveillée. C'est sur ces instructions qu'on a dit que les principaux leaders de l'opposition
ne peuvent pas sortir de leur résidence. Ils viennent arrêter les gens dans ma concession, ici. C'est pas juste. Nous allons protester encore énergiquement, ça ne sert à rien malheureusement. Malgré le confinement de Cellou Dalein Diallo, un contre-manifestant présent au domicile du leader de l'UFDG a tenté de faire du mal au chef de file de l'opposition. Il a été interpellé par la garde de Dalein, mais malheureusement, ces derniers ne parviendront pas à le garder avec eux pour l'interroger, car les gendarmes se sont mêlés à la bagarre et aidé le contre-manifestant à prendre la fuite. Parlant de sa présence au palais Sékou Touré ce vendredi pour répondre à l'invitation du président Alpha Condé, le chef de file de l'opposition précise. Écoutez, je vais réfléchir, analyser la situation au terme de la journée et puis je prendrai ma décision en concertation avec mes collègues de l'opposition. Sur le plan sécuritaire, les forces de l'ordre se sont fait encore illustrer au niveau de la plupart des ronds-points. On constatait leur présence, mais fort malheureusement, au domicile du chef de file de l'opposition, la situation a failli tourner au vinaigre, le constat de Alpha Oumar Bari. Il était 10 heures ce jeudi matin. La circulation était encore fluide. Quelques commerces ouverts sur l'axe Kipé-Taouia en passant par le rond-point Amdalaï. Au carrefour Bellevue, un imposant dispositif sécuritaire était déployé et les forces de l'ordre massivement mobilisées étaient en alerte maximum. Pour le moment, tout se passe comme sur des roulettes. Tout se passe bien. Vous-même vous constatez, la circulation est en train de se rouler à la normale. Et le président de l'UFDG à la maison, tranquille. Il n'y a pas de manifestation, pas de mouvement de foule, tout se passe bien. À 12 heures, un coup de téléphone vient troubler le repos des forces de l'ordre stationnées au rond-point de la Bellevue. Des échauffourées entre contre-manifestants et forces de l'ordre viennent d'être signalées au domicile du chef de file de l'opposition et là du Cellou Dalein Diallo et la suite se passe de commentaires. Dans un état de droit, tout le monde respecte la loi, même le chef de l'État respecte la loi. Les policiers n'ont pas le droit de violer la loi. Ça, c'est inacceptable. Toutes les issues menant au domicile du leader de l'UFDG sont bloquées par les blindés de la police. Un député de l'UFDG venu rencontrer la Cellou Dalein Diallo est stoppé net dans son élan, pas de passage. Tout un bataillon contre moi, c'est qu'est-ce que je fais? Tout un bataillon pour m'empêcher de rentrer chez Cellou. Qu'est-ce que je fais? À l'entrée de la résidence du chef de file de l'opposition, les esprits commencent à s'échauffer. Policiers et gendarmes commencent à se chamailler. Comme ça qu'il se comporte. Quand vous venez devant un gendarme, il doit vous obéir conformément à l'instruction du ministre. Mais moi je viens vers vous, vous ne voulez même pas m'écouter. Non, on va où? Mon colonel, la presse, je vous prie, retirez-vous. Ça, c'est militaire, je vous en prie. Pendant ce temps, des accrochages sont aussi signalés sur l'axe Amdalaï-Bambeto. Des forces de l'ordre jouaient au chat et à la souris et des manifestants étaient poursuivis jusque dans leur domicile. Au moment où nous quittions les lieux, un calme précaire était revenu et la circulation reprenait petit à petit sur ce axe chaud de la capitale. Toujours dans l'actualité nationale, pendant que l'opposition proteste contre l'ordre des élections à Conakry, le ministre du Commerce, lui, a récemment tenu un meeting à la Maison des Jeunes de Guékédou. Marc Yombouno a appelé les populations à ne pas obéir aux appels de l'opposition. Il en a profité pour les appeler aussi à la vigilance après l'éradication de l'épidémie Ebola dans cette préfecture. Fali Guilavogui est notre envoyé spécial. Suivi. Accueil exceptionnel du ministre du Commerce à la rentrée de la préfecture de Guékédou, puis à sa résidence privée dans le quartier Mangala 1. Poignée de main avec les populations, slogan de soutien au pouvoir, une réception grandiose sous fond de soutien. Démarche épiscopale de Marc Yombouno, quelque temps après à la maison des jeunes qui a fait son plein. Les habitants de cette préfecture sont venus de partout pour écouter le ministre du Commerce qui s'est félicité de l'éradication du virus Ebola dans la préfecture de Guékédou. Le ministre Marc a transmis 2 messages pendant 3 heures d'horloge. Un message de remerciement de l'ensemble des populations de Guékédou pour le suivi des instructions et des consignes liées à l'éradication de la maladie à virus Ebola. Vous savez maintenant qu'il y a plus de 200 jours, il n'y a pas de cas notifiés
d'Ebola à Gekedo. C'est un exemple pour la Guinée. Le deuxième message, c'est un message de paix, de sensibilisation pour la quiétude et la paix dans la préfecture de Gekedo. La crise politique qui perdure en Guinée, les séries de manifestations de l'opposition et leurs conséquences ont aussi été épluchées par Marc Yombouno. On dit qu'il faut réaliser d'abord les élections communales avant les élections présidentielles. Je vais vous dire clairement, ils ne vous diront jamais quel est le texte qui écrit qu'en Guinée, il faut les élections communales et communautaires avant les élections présidentielles. Il n'y en a pas. On demande à ce que la CENI bloque ses travaux. C'est de la responsabilité du chef de l'État actuel de faire en sorte que les élections présidentielles soient réalisées dans le délai constitutionnel pour ne pas qu'il y ait vide de pouvoir. Parce que quand il y a vide de pouvoir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on ne le souhaite pas. La démarche du ministre du Commerce est approuvée par les autorités et populations. Ces dernières se disent favorables au maintien de la paix à Gekedo. Nous sommes dans la phase du changement dans notre pays, donc nous devrions vraiment être les acteurs de la paix et de la réconciliation. On peut réclamer les droits et devoirs, mais c'est dans la paix que nous pouvons le faire. Après ce meeting, pas de repos pour le ministre Marc Yombouno. Il a rencontré séparément tous les acteurs sociopolitiques de la préfecture de Gekedo. Autre facette de l'actualité, le Fonds monétaire international a rendu public jeudi la 6e revue du programme économique et financier de la Guinée, ceci après avoir passé 2 semaines de travaux intenses avec les cadres du ministère de l'économie et des finances, puis ceux de la Banque centrale de la République de Guinée. Le FMI a félicité le gouvernement guinéen pour son engagement à maîtriser le cadre macroéconomique, la maîtrise budgétaire et de l'inflation. Bernard Koundono pour plus de détails. Après 2 semaines d'activité, le Fonds monétaire international a rendu public la 6e revue du programme économique et financier de la Guinée. Dans son rapport, le FMI reconnaît le ralentissement de l'économie guinéenne au cours de l'année 2014 dû à la présence de l'épidémie à virus Ebola. L'institution souligne aussi l'effort fourni par les autorités dans le cadre de la maîtrise budgétaire. En 2014, la Guinée a été frappée par l'épidémie Ebola qui a fait de nombreuses victimes et infligé un lourd tribut à l'économie. En conséquence, la croissance économique a ralenti à 1,1%, en dépit d'une solide croissance de la production agricole. La stabilité macroéconomique a été maintenue grâce aux politiques économiques saines du gouvernement et aidée par un soutien international accru pour lutter contre l'épidémie Ebola. Le FMI félicite le gouvernement guinéen de l'adoption du projet de loi sur les entreprises publiques lui permettant de contrôler son économie. Par ailleurs, le FMI prévoit une gestion difficile de l'économie par le gouvernement au cours de l'année 2015. Cette année 2015 sera également difficile pour l'économie guinéenne du fait de l'épidémie Ebola qui n'est toujours pas entièrement sous contrôle. Quant à la gestion des produits pétroliers, la mission encourage les autorités à l'application du principe de flexibilité à la pompe. La mission encourage les autorités à appliquer le mécanisme de flexibilité des prix des produits pétroliers à la pompe et à prendre des mesures d'amélioration des recettes fiscales pour compenser partiellement l'impact de l'épidémie Ebola. Le ministre de l'économie et des finances, qui a présidé la cérémonie, a de son côté remercié et félicité le FMI pour son soutien à l'économie guinéenne. Nous sommes très heureux de constater que le gouvernement maintient le cap qui nous permet justement d'avoir des revues concluantes avec le Fonds monétaire international. La revue du programme économique et financier s'effectue chaque 6 mois. Elle permet de vérifier si les accords entre la Guinée et le FMI se déroulent comme convenu. Après un mois d'activité en Guinée et en Afrique, l'ITUE-Guinée a tenu cette semaine sa réunion statuaire au ministère des Mines et de la Géologie. La rencontre a essentiellement porté sur les comptes rendus des activités réalisées au cours des mois de mars et avril. Les membres du comité de pilotage de l'ITUE ont également envisagé les possibilités de publication de quelques décisions de leur institution dans le journal officiel de la République. Ben Oumar Silla était de la partie. Suivez son reportage.
La réunion de ce vendredi a tout d'abord porté sur l'adoption du procès verbal de la dernière rencontre tenue le 20 février. Ensuite, le compte-rendu des différentes missions effectuées à Kindia, à Dakar, à Kinshasa et à Brazzaville au Congo. À Dakar, le comité de pilotage de l'UT Guinée a pris part à l'atelier régional des organisations de la société civile de la CEDEAO sur le cadre législatif et réglementaire minier. À la rencontre régionale des coordinateurs nationaux de l'UT et responsables de communication tenue du 13 au 17 avril à Kinshasa et à la 29e session du conseil d'administration de l'UT international à Brazzaville. Un autre atelier avait conduit les membres du comité de pilotage et secrétariat exécutif à Kindia pour le renforcement de leur capacité à mieux élaborer et exécuter les plans d'action. Un atelier de promesses tenu par l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée. C'est d'ailleurs à cela que s'engagent les membres du comité de pilotage pour relancer ce dialogue avec nos partenaires au développement afin qu'ils puissent apporter tout le soutien qu'il faut à l'ITE Guinée pour permettre à cette institution de jouer le rôle qu'il doit jouer sur le circuit national. Bien que ces différents ateliers ont permis aux membres de l'UT Guinée d'acquérir de nouvelles connaissances, à mieux gérer l'institution, le comité de pilotage reste toujours confronté au manque de $750 000 de son budget annuel. Le gap n'est pas comblé, on est en train. Je pense que déjà avec la GIZ, nous allons pouvoir faire quelques activités qui vont financer. Et nous sommes en contact également avec le PACSEM dans le cadre de la Banque mondiale pour pouvoir continuer à financer certaines de nos activités. Et le reste, comme le ministre délégué du budget a dit, le reste sera financé par l'État guinéen. L'UT Guinée démarche donc pour relancer le dialogue avec les bailleurs et le gouvernement guinéen afin de combler le gap. Toujours dans ce magazine du dimanche, la mosquée centrale de Tombolia dans la commune de Matoto a été inaugurée vendredi. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment le président de la République, le professeur Alpha Condé et l'ambassadeur de la paix et la Djibouti Badiabi. Plus de détails, Fali Dilavogi. C'est une mosquée flambant neuve avec une capacité d'accueil de plus de 2000 places. Elle a été financée en partie par le président de la République il y a quelques mois. Certaines bonnes volontés, notamment l'ambassadeur de la paix, a aussi contribué à la construction de cette maison de Dieu qui a fait 14 ans en chantier. Reçu en grande pompe par les fidèles, le président de la République a procédé à la coupure du cordon inaugural avant de s'acquitter de son devoir religieux. La paix, l'unité nationale et la tolérance sont entre autres les messages du sermon de ce vendredi saint. Le premier imam de la grande mosquée Faisal a demandé aux fidèles et aux communes de l'État de faire de la quiétude leur chemin d'assaut pour que règne l'entente entre les Guinéens. Les bénéficiaires, eux, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu, disent-ils, construire cette mosquée. L'ambassadeur de la paix a été un porte-bonheur pour la mosquée. Une semaine seulement après son passage, après son don immense à la mosquée, le chef de l'État nous a rendu visite. C'est ce qui a donné le résultat que vous voyez. Nous sommes animés par un sentiment de réjouissance. Cette mosquée est inaugurée par le président à un moment où il est à couteau tiré avec son opposition. La situation inquiète l'ambassadeur de la paix. Et là, Djeriba Diaby a encore remué le couteau dans la plaie. Ce sont eux qui ont bâti ces pays. Ce sont des grands cadres. C'est eux qui ont fait tous les tests de loi dans notre pays. Nous sommes piégés entre des groupes. Et cette façon-là, comment nous pouvons vivre normalement dans notre pays pendant que nous sommes là, on ne sait pas ce qui va arriver demain matin. Pour le président de la fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, il est temps et grand temps de prendre le taureau par les cornes avant qu'il ne soit tard. Cette élection, nous le voulons dans la paix, dans l'amour, dans la transparence pour que chaque Guinéen se vive dans son pays sans être discriminé. Nous ne voulons plus que ce pays soit comme le Rwanda, que ce pays soit comme le Libéria, que ce pays soit comme la Guinée-Bissau. Nous n'avons pas besoin. S'il vous plaît, mes chers frères, vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes tous musulmans, vous êtes tous croyants, vous les hommes politiques, vous vous donnez la main pour que notre pays puisse sortir de cette grave crise. Des satisfaits ont été remis aux hôtes de marque qui ont imploré la grâce divine pour que règne la paix en Guinée. Après la cérémonie, le président Alpha Condé
s'est offert un bain de fou. Les fidèles et autres habitants de Tombolia se sont massés aux alentours de la mosquée, applaudissant et plébiscitant le chef de l'État. Le 3 mai de chaque année, célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème qui a été retenu pour la circonstance était laisser la presse prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité de l'ère numérique. Et pour mieux expliciter ce thème aux hommes de médias, la Fondation Hirondelle était face à la presse mercredi. Aïssa Takaba pour plus de détails. D'entrée de jeu, les conférenciers ont d'abord rendu hommage aux 3 confrères assassinés à Omé l'année dernière alors qu'ils participaient à la mission de sensibilisation contre Ebola avant de faire la situation des journalistes à travers le monde. Journalistes et éditeurs sont encore en lutte dans de nombreux pays à la répression, assassinat, arrestation, détention et censure, et leur activité est entravée par toutes sortes de pressions politiques et économiques. Restrictions à la fourniture du papier journal, autorisation préalable limitant la liberté de publication, restriction du libre-échange des nouvelles et de l'information, limitation de la libre circulation des journaux à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales, et dans certains pays, le parti unique a encore une emprise totale sur l'information. Critiques, suggestions, propositions sur les conditions de vie des journalistes étaient au menu de cette conférence débat. Les journalistes ont exposé les maux dont ils souffrent à la faveur de cette conférence qui marque les 20 ans de célébration de la liberté de la presse. De nos jours, quel est le constat de la pratique du journalisme à travers le monde? Ce qui nous intéresse, c'est d'abord la Guinée qui se maintient 102e, un rang que le pays occupait déjà dans le classement précédent, celui de 2014. La Finlande conserve son rang de meilleur élève en occupant pour la 4e année consécutive la première place du classement. Elle est talonnée, comme dans la dernière édition, par les Pays-Bas et la Norvège, et à l'extrême opposé, en queue de classement, le trio infernal qui réunit le Turkménistan, la Corée du Nord et l'Érythrée. Et le premier pays africain, c'est la Namibie, classée 22e. La mise en place d'un bureau syndical des journalistes n'a pas été occultée au cours de cette rencontre. Souleymane Diallo, administrateur de l'Excellence, a aussi rassuré les journalistes de mener des démarches auprès de la Cour suprême en vue de revoir les élections au sein de la HAC, l'organisation chargée de régulariser la presse guinéenne. Santé à présent, dans cette rétrospective de la semaine, une maladie du charbon bactérien frappe actuellement la préfecture de Koubia. Bon nombre de malades ont contracté la maladie suite à la consommation de la viande de brousse infectée par cette maladie. Pour l'instant, aucun décès n'a été enregistré et les autorités déclarent avoir pris les dispositions pour circonscrire cette fièvre charbonneuse. Maurice Bidé, Marichela Foufana. C'est à Paracia, un village situé dans la préfecture de Koubia, que cette maladie du charbon bactérien a refait surface. Dans cette localité, 12 enfants ont consommé de la viande de chèvre atteinte de la fièvre charbonneuse. Malgré ces contaminations, les autorités du ministère de l'élevage déclarent qu'aucun cas de décès n'est encore enregistré. Au courant de la semaine du 27 avril au 3 mai 2015, on a enregistré 14 mortalités de petits ruminants dans le village qui s'appelle Paracia, ça c'est dans la commune urbaine de Koubia, à 6 km de Koubia. Donc une des chèvres malades a été clandestinement abattue et consommée par des enfants du village à l'insu des parents et à l'insu des services vétérinaires. Dès la réapparition de la maladie, le gouvernement a mis une quantité importante de vaccins à la disposition de la direction préfectorale de l'élevage de Koubia afin de procéder à la vaccination des petits ruminants. Il y a une quantité de vaccins qui est déjà sur place, envoyée par le département. Le vétérinaire de Matakao, par exemple, on l'a fait venir pour assister le vétérinaire de la commune urbaine à faire la première investigation. Et après cette première investigation, la vaccination doit démarrer demain, faire un cordon sanitaire pour empêcher l'évolution de la maladie. Le ministère de l'élevage invite les populations à ne pas céder à la panique et leur demande d'éviter de consommer la viande des animaux malades sans une inspection vétérinaire. Il ne faut pas consommer encore une fois
la viande d'animaux malades. Un animal est malade, il ne faut pas l'abattre clandestinement et consommer la viande. Il faut que les gens acceptent de soumettre tous les abattages à une inspection vétérinaire. Pour rappel, 80 cas de charbon bactéridien ont été signalés à Télémélé et 17 cas à Koubia, dont 14 décès en 2014. L'ancien international guinéen Abdul Karim Bangoura Akabé est candidat aux prochaines élections à la tête de la FEGIFOOT. C'est en août prochain. Akabé, comme l'appellent les intimes, affiche ainsi sa volonté d'apporter son expertise pour un sursaut de football de son pays. À l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée vendredi à Conakry, le candidat fait savoir les projets qu'il entend réaliser une fois élu à Dramamba. Il a marqué d'une tâche indélébile ses plus belles pages du football guinéen. Cette fois, il entend laisser ses empreintes dans le développement à la base de cette discipline. Abdul Karim Bangoura Akabé officialise à l'occasion de cette conférence de presse sa candidature pour les élections à la Fédération guinéenne de football prévue en août 2015. Cet homme, au passé modeste, ambitionne dans son projet des stages de remise à niveau des joueurs, entraîneurs et autres corps intervenant dans cette discipline pour une meilleure connaissance de ce jeu. Prioritairement, il sera élaboré une politique de développement du football pour systématiser la formation des encadreurs spécialisés pour le football des jeunes, des arbitres, des journalistes, des médecins, afin de créer et de respecter la pyramide. À l'issue, il s'agira de permettre au plus grand nombre de jeunes pratiquants d'être pris dans un système de formation qui permettra aux apprenants de recevoir une formation scientifique dans l'apprentissage du jeu. Et ce n'est pas tout. Abdul Karim Bangoura annonce également le recrutement des pépinières pour assurer constamment la relève de l'équipe senior. Pour nous éviter désormais des ruptures entre les générations de footballeurs, nous allons créer progressivement des stages par âge pour constituer une pépinière permanente pour le haut niveau. Pour permettre également à notre élite d'être au même niveau que certains joueurs du continent, nous procéderons à un renforcement du niveau des compétitions internes. Veiller à la bonne gestion de la subvention de la FIFA et la relance du foot féminin font aussi partie de ce qu'il entend améliorer. Mais pour y arriver, il demande un soutien à sa candidature, surtout par ses anciens collègues. Je m'adresse à mes frères avec qui j'ai mouillé le maillot, avec qui j'ai partagé joie et peine. Notre place n'est pas à la retraite, mais bien à l'action et au développement du football de notre pays. Je vous exhorte donc à faire de ma candidature votre affaire. Abdul Karim Bangoura Akabé sera porté candidat par le club Santoba FC à cette élection. Les votants sont entre autres les clubs et les ligues. Page noire pour boucler ce magazine du dimanche. Yaya Khan, directeur des opérations à la CENI, a rejoint sa dernière demeure vendredi au cimetière de Cameroun. La dépouille mortelle de Yaya Khan a été exposée au Palais du Peuple où collaborateurs, parents, amis et membres du gouvernement lui ont rendu un dernier hommage. Le récit de la cérémonie funèbre avec Maurice Didé, rendu en studio par Alpha Oumar Baye. Cette exposition de la dépouille mortelle de Yaya Khan, directeur des opérations à la CENI, a mobilisé les membres du gouvernement, des institutions républicaines, les partis politiques, les représentants de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Né le 20 mai 1951 à Kaolack, au Sénégal, Yaya Khan a introduit pour la première fois en Guinée le fichier électronique en 1993. Accepte ici, à titre posthume, que l'on t'attribue le titre très honorifique du père du fichier électronique guinéen. Aux yeux des partenaires techniques, Yaya Khan était un homme exemplaire et un véritable serviteur de son pays. Son sens élevé de la responsabilité et son expertise en matière électorale ont fait de lui un serviteur infatigable de la République au service du consensus national. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a tout d'abord présenté les condoléances du gouvernement avant de témoigner sur l'illustre disparu. Je l'ai connu en tant que technicien qui tous les jours côtoyait les membres de la CENI, qui venaient nous prodiguer des conseils, qui était même notre conseiller technique.
La lecture d'un poème sur la mémoire de Yahya Kane a été l'un des moments pathétiques de cette cérémonie. Quelle perte pour la patrie! Un icône de l'informatique s'est éteint. Un éminent expert qui a atteint les cimes de la perfection. C'est une grosse perte pour la CENI et pour le pays. Parce que Kane, son engagement pour les autres était énorme. Il ne travaillait que pour le pays. Il n'avait le souci que pour ce pays. Le directeur des opérations à la CENI, Yahya Kane, a rejoint sa dernière demeure à l'âge de 64 ans. Il laisse derrière lui 2 garçons et une fille. Voilà, cet élément ferme portes et fenêtres de ce magazine du dimanche qui était consacré aux faits marquants de la semaine. Il vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction politique et technique d'Évasion Guinée. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.